Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Voilà, le moment est enfin arrivé. La lecture du 6e soir, le dernier soir des entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie énormément pour votre écoute. Et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. 6e soir. Nouvelle pensée qui confirme celle des entretiens précédents. Dernières découvertes qui ont été faites dans le ciel. Il y avait longtemps que nous ne parlions plus des mondes, Madame LMDG et moi, et nous commencions même à oublier que nous en eussions jamais parlé, lorsque j'allais un jour chez elle, et y entrais justement comme deux hommes d'esprit et assez connus dans le monde en sortaient. « Vous voyez bien, me dit-elle, aussitôt qu'elle me vit, quelle visite je viens de recevoir. Je vous avouerai qu'elle m'a laissé avec quelques soupçons que vous pourriez bien m'avoir gâté l'esprit. Je serais bien glorieux, lui répondis-je, d'avoir eu tant de pouvoir sur vous. Je ne crois pas qu'on pût rien entreprendre de plus difficile. Je crains pourtant que vous ne l'ayez fait, reprit-elle. Je ne sais comment la conversation s'est tournée sur les mondes avec ces deux hommes qui viennent de sortir. Peut-être ont-ils amené ce discours malicieusement. Je n'ai pas manqué de leur dire aussitôt que toutes les planètes étaient habitées. L'un d'eux m'a dit qu'il était fort persuadé que je ne le croyais pas. Moi, avec toute la naïveté possible, je lui ai soutenu que je le croyais. Il a toujours pris cela pour une feinte d'une personne qui voulait se divertir. Et j'ai cru que ce qui le rendait si opiniâtre à ne me pas croire moi-même sur mes sentiments, c'est qu'il m'estimait trop pour s'imaginer que je fusse capable d'une opinion si extravagante. Pour l'autre, qui ne m'estime pas tant, il m'a cru sur ma parole. Pourquoi m'avez-vous entêté d'une chose que les gens qui m'estiment ne peuvent pas croire que je soutienne sérieusement ? Mais, madame, lui répondis-je, pourquoi la souteniez-vous sérieusement avec des gens que je suis sûre qui n'entraient dans aucun raisonnement qui fût un peu sérieux? Est-ce ainsi qu'il faut commettre les habitants des planètes? Contentons-nous d'être une petite troupe choisie, qui les croyons, et ne divulguons pas nos mystères dans le peuple. Comment? S'écria-t-elle, appelez-vous peuple les deux hommes qui sortent d'ici? Ils ont bien de l'esprit, répliquai-je, mais ils ne raisonnent jamais. Les raisonneurs, qui sont gens durs, les appelleront peuple sans difficulté. D'autre part, ces gens-ci s'en vengent en tournant les raisonneurs en ridicule. Et c'est, ce me semble, un ordre très bien établi que chaque espèce méprise ce qui lui manque. Il faudrait, s'il était possible, s'accommoder à chacune. Il eût bien mieux valu plaisanter des habitants des planètes avec ces deux hommes que vous venez de voir, puisqu'ils savent plaisanter, que d'en raisonner, puisqu'ils ne le savent pas faire. Vous en seriez sortis avec leur estime, et les planètes n'y auraient pas perdu un seul de leurs habitants. Trahir la vérité, dit la marquise. Vous n'avez point de conscience. Je vous avoue, répondis-je, que je n'ai pas un grand zèle pour ces vérités-là, et que je les sacrifie volontiers aux moindres commodités de la société. Je vois par exemple à quoi il tient et à quoi il tiendra toujours que l'opinion des habitants des planètes ne passe pour aussi vraisemblable qu'elle l'est. Les planètes se présentent toujours aux yeux comme des corps qui jettent de la lumière et non point comme de grandes campagnes ou de grandes prairies. Nous croirions bien que des prairies et des campagnes seraient habitées, mais des corps lumineux, il n'y a pas moyen. La raison a beau venir nous dire qu'il y a dans les planètes, des campagnes, des prairies, la raison vient trop tard. Le premier coup d'œil a fait son effet sur nous avant elle, nous ne la voulons plus écouter, les planètes ne sont que des corps lumineux. Et puis comment seraient faits leurs habitants? Il faudrait que notre imagination nous représentât aussitôt leur figure, et elle ne le peut pas. C'est le plus court de croire qu'ils ne sont point. Voudriez-vous que pour établir les habitants des planètes, dont les intérêts me touche d'assez loin, j'allasse attaquer ces redoutables puissances qu'on appelle les sens et l'imagination? Il faudrait bien du courage pour cette entreprise. On ne persuade pas facilement aux hommes de mettre leur raison à la place de leurs yeux.
Je vois quelquefois bien des gens assez raisonnables pour vouloir bien croire, après 1000 preuves, que les planètes sont des terres. Mais ils ne le croient pas de la même façon qu'ils le croiraient s'ils ne les avaient pas vues sous une apparence différente. Il leur souvient toujours de la première idée qu'ils en ont prise et ils n'en reviennent pas bien. Ce sont ces gens-là qui, en croyant notre opinion, semblent cependant lui faire grâce et ne la favoriser qu'à cause d'un certain plaisir que leur fait sa singularité. « Et quoi ?» interrompit-elle. « N'en est-ce pas assez pour une opinion qui n'est que vraisemblable ?» Vous seriez bien étonné, repris-je, si je vous disais que le terme de vraisemblable est assez modeste. Est-il simplement vraisemblable qu'Alexandre ait été ? Vous vous en tenez fort sûr, et sur quoi est fondée cette certitude ? Sur ce que vous en avez toutes les preuves et que vous pouvez souhaiter en pareille matière, et qu'il ne se présente pas le moindre sujet de douter, qui suspende et qui arrête votre esprit. Car du reste, vous n'avez jamais vu Alexandre, et vous n'avez pas de démonstration mathématique qu'il ait dû être. Mais que diriez-vous si les habitants des planètes étaient à peu près dans le même cas ? On ne saurait vous les faire voir, et vous ne pouvez pas demander qu'on vous les démontre comme l'on ferait une affaire de mathématiques. Mais toutes les preuves qu'on peut souhaiter d'une pareille chose, vous les avez. La ressemblance entière des planètes avec la Terre qui est habitée, l'impossibilité d'imaginer aucun autre usage pour lequel elles eussent été faites, la fécondité et la magnificence de la nature, de certains égards qu'elle paraît avoir eus pour les besoins de leurs habitants, comme d'avoir donné des lunes aux planètes éloignées du Soleil et plus de lunes aux plus éloignées. Et ce qui est très important, tout est de ce côté-là et rien du tout de l'autre, et vous ne sauriez imaginer le moindre sujet de doute si vous ne reprenez les yeux et l'esprit du peuple. Enfin, supposez qu'ils soient, ces habitants des planètes. Ils ne sauraient se déclarer par plus de marques et par des marques plus sensibles. Après cela, c'est à vous à voir si vous ne les voulez traiter que de choses purement vraisemblables. Mais vous ne voudriez pas, reprit-elle, que cela me parût aussi certain qu'il me le paraît qu'Alexandre a été. Non, pas tout à fait, répondis-je, car quoique nous ayons sur les habitants des planètes autant de preuves que nous en pouvons avoir dans la situation où nous sommes, le nombre de ces preuves n'est pourtant pas grand. Je m'en vais renoncer aux habitants des planètes, interrompit-elle, car je ne sais plus en quel rang les mettre dans mon esprit. Ils ne sont pas tout à fait certains, ils sont plus que vraisemblables, cela m'embarrasse trop. Ah, madame, répliquai-je, ne vous découragez pas. Les horloges les plus communes et les plus grossières marquent les heures. Il n'y a que celles qui sont travaillées avec plus d'art qui marquent les minutes. De même, les esprits ordinaires sentent bien la différence d'une simple vraisemblance à une certitude entière. Mais il n'y a que les esprits fins qui sentent le plus ou le moins de certitude ou de vraisemblance et qui en marquent, pour ainsi dire, les minutes par leurs sentiments. Placez les habitants des planètes un peu au-dessous d'Alexandre, mais au-dessus de je ne sais combien de points d'histoire qui ne sont pas tout à fait prouvés. Je crois qu'ils seront bien là. J'aime l'ordre, dit-elle, et vous me faites plaisir d'arranger mes idées. Mais pourquoi n'avez-vous pas déjà pris ce soin-là? Parce que quand vous croirez les habitants des planètes un peu plus ou un peu moins qu'ils ne méritent, il n'y aura pas grand mal, répondis-je. Je suis sûre que vous ne croyez pas le mouvement de la Terre autant qu'il devrait être cru. En êtes-vous beaucoup à plaindre? Oh, pour cela, reprit-elle, j'en fais bien mon devoir. Vous n'avez rien à me reprocher. Je crois fermement que la Terre tourne. Je ne vous ai pourtant pas dit la meilleure raison qui le prouve, répliquai-je. Ah, s'écria-t-elle, c'est une trahison de m'avoir fait croire les choses avec de faibles preuves. Vous ne me jugiez donc pas digne de croire sur de bonnes raisons? Je ne vous prouvais les choses, répondis-je, qu'avec de petits raisonnements doux et accommodés à votre usage. En eussé-je employé d'aussi solides et d'aussi robustes que si j'avais eu à attaquer un docteur? Oui, dit-elle, prenez-moi présentement pour un docteur et voyons cette nouvelle preuve du mouvement de la Terre. Volontiers, repris-je, la voici. Elle me plaît fort, peut-être parce que je crois l'avoir trouvée. Cependant, elle est si bonne et si naturelle que je n'oserais m'assurer d'en être l'inventeur.
Il est toujours sûr qu'un savant entêté qui y voudrait répondre serait réduit à parler beaucoup, ce qui est la seule manière dont un savant puisse être confondu. Il faut ou que tous les corps célestes tournent en 24 heures autour de la Terre, ou que la Terre tournant sur elle-même en 24 heures attribue ce mouvement à tous les corps célestes. Mais qu'ils aient réellement cette révolution de 24 heures autour de la Terre, c'est bien la chose du monde où il y a le moins d'apparence, quoique l'absurdité n'en saute pas d'abord aux yeux. Toutes les planètes font certainement leur grande révolution autour du Soleil. Mais ces révolutions sont inégales entre elles, selon les distances où les planètes sont du Soleil. Les plus éloignées font leur cours en plus de temps, ce qui est fort naturel. Cet ordre s'observe même entre les petites planètes subalternes qui tournent autour d'une grande. Les 4 lunes de Jupiter, les 5 de Saturne, font leur cercle en plus ou moins de temps autour de leurs grandes planètes, selon qu'elles en sont plus ou moins éloignées. De plus, il est sûr que les planètes ont des mouvements sur leur propre centre. Ces mouvements sont encore inégaux. On ne sait pas bien sur quoi se règle cette inégalité, si c'est ou sur la différente grosseur des planètes, ou sur leur différente solidité, ou sur la différente vitesse des tourbillons particuliers qui les enferment et des matières liquides où elles sont portées. Mais enfin, l'inégalité est très certaine et, en général, tel est l'ordre de la nature, que tout ce qui est commun à plusieurs choses se trouve en même temps varié par des différences particulières. Je vous entends, interrompit la marquise, et je crois que vous avez raison. Oui, je suis de votre avis. Si les planètes tournaient autour de la Terre, elles tourneraient en des temps inégaux selon leur distance, ainsi qu'elles font autour du Soleil. N'est-ce pas ce que vous voulez dire? Justement, madame, repris-je. Leur distance inégale à l'égard de la Terre devrait produire des différences dans ce mouvement prétendu autour de la Terre. Les étoiles fixes, qui sont si prodigieusement éloignées de nous, si fort élevées au-dessus de tout ce qui pourrait prendre autour de nous un mouvement général, du moins situé en lieu où ce mouvement devrait être fort affaibli, n'y aurait-il pas bien de l'apparence qu'elles ne tourneraient pas autour de nous en 24 heures, comme la Lune qui en est si proche? Les comètes, qui sont étrangères dans notre tourbillon, qui tiennent des routes si différentes les unes des autres, ne devraient-elles pas être dispensées de tourner toutes autour de nous dans ce même temps de 24 heures? Mais non, planètes, étoiles fixes, comètes, tout tournera en 24 heures autour de la Terre. Encore, s'il y avait dans ces mouvements quelques minutes de différence, on pourrait s'en contenter, mais ils seront tous de la plus exacte égalité, ou plutôt de la seule égalité exacte qui soit au monde. Pas une minute de plus ou de moins. En vérité, cela doit être étrangement suspect. Oh, dit la marquise, puisqu'il est possible que cette grande égalité ne soit que dans notre imagination, je me tiens fort sûre qu'elle n'est point hors de là. Je suis bien aise qu'une chose qui n'est point du génie de la nature retombe entièrement sur nous et qu'elle en soit déchargée, quoi que ce soit à nos dépens. Pour moi, repris-je, je suis si ennemi de l'égalité parfaite que je ne trouve pas bon que tous les tours de la Terre faits chaque jour sur elle-même soient précisément de 24 heures et toujours égaux les uns aux autres. J'aurais assez d'inclination à croire qu'il y a des différences. Des différences? S'écria-t-elle. Et nos pendules ne marquent-elles pas une entière égalité? Oh, répondis-je, je récuse les pendules. Elles ne peuvent pas elles-mêmes être tout à fait justes, et quelquefois qu'elles le seront, en marquant qu'un tour de 24 heures sera plus long ou plus court qu'un autre, on aimera mieux les croire déréglées que de soupçonner la Terre de quelque irrégularité dans ses révolutions. Voilà un plaisant respect qu'on a pour elle, je ne me fierai guère plus à la Terre qu'à une pendule. Les mêmes choses à peu près qui dérégleront l'une, dérégleront l'autre. Je crois seulement qu'il faut plus de temps à la Terre qu'à une pendule pour se dérégler sensiblement. C'est tout l'avantage qu'on peut lui accorder. Ne pourrait-elle pas peu à peu s'approcher du Soleil? Et alors, se trouvant dans un endroit où la matière serait plus agitée et le mouvement plus rapide, elle ferait en moins de temps sa double révolution et autour du Soleil et autour d'elle-même. Les années seraient plus courtes et les jours aussi. Mais on ne pourrait s'en apercevoir parce qu'on ne laisserait pas de partager toujours les années en 365 jours et les jours en 24 heures. Ainsi, sans vivre plus que nous ne vivons présentement, on vivrait plus d'années.
Et au contraire, que la Terre s'éloigne du Soleil, on vivra moins d'années que nous et on ne vivra pas moins. Il y a beaucoup d'apparence, dit-elle, que quand cela serait, de longues suites de siècles ne produiraient que de bien petites différences. J'en conviens, répondis-je. La conduite de la nature n'est pas brusque, et sa méthode est d'amener tout par des degrés qui ne sont sensibles que dans les changements fort prompts et fort aisés. Nous ne sommes presque capables de nous apercevoir que de celui des saisons. Pour les autres, qui se font avec une certaine lenteur, il ne manque guère de nous échapper. Cependant, tout est dans un branle perpétuel. Et par conséquent, tout change. Il n'y a pas jusqu'à une certaine demoiselle que l'on a vue dans la lune avec des lunettes, il y a peut-être 40 ans, qui ne soit considérablement vieillie. Elle avait un assez beau visage, ses joues se sont enfoncées, son nez s'est allongé, son front et son menton se sont avancés, de sorte que tous ses agréments sont évanouis et que l'on craint même pour ses jours. Heureusement, c'est la même chose pour tous les messieurs et tout le monde. « Que me contez-vous là ?» interrompit la marquise. « Ce n'est point une plaisanterie, repris-je. On apercevait dans la lune une figure particulière qui avait de l'air d'une tête de femme qui sortait d'entre des rochers, et il est arrivé du changement dans cet endroit-là. Il est tombé quelques morceaux de montagne, et ils ont laissé à découvert 3 pointes qui ne peuvent plus servir qu'à composer un front, un nez et un menton de vieille. Ne semble-t-il pas, dit-elle, qu'il y a une destinée malicieuse qui en veuille particulièrement à la beauté? Ça a été justement cette tête de demoiselle qu'elle a été attaquée sur toute la lune. Peut-être qu'en récompense, répliquai-je, les changements qui arrivent sur notre terre embellissent quelques visages que les gens de la lune y voient. J'entends quelques visages à la manière de la lune, car chacun transporte sur les objets les idées dont il est rempli. Nos astronomes voient sur la lune des visages de demoiselles. Et il pourrait être que des femmes qui observeraient y verraient de beaux visages d'hommes. Moi, madame, je ne sais si je ne vous y verrai point. J'avoue, dit-elle, que je ne pourrais pas me défendre d'être obligée à qui me trouverait là. Mais je retourne à ce que vous me disiez tout à l'heure. Arrive-t-il sur la Terre des changements considérables? Il y a beaucoup d'apparence, répondis-je, qu'il en est arrivé. Plusieurs montagnes, élevées et fort éloignées de la mer, ont de grands lits de coquillages, qui marquent nécessairement que l'eau les a autrefois couvertes. Souvent, assez loin encore de la mer, on trouve des pierres où sont des poissons pétrifiés. Qui peut les avoir mis là si la mer n'y a pas été? Les fables disent qu'Hercule sépara avec ses 2 mains 2 montagnes nommées Calpé et Abila qui, étant situées entre l'Afrique et l'Espagne, arrêtaient l'océan et qu'aussitôt la mer entra avec violence dans les terres et fit ce grand golfe qu'on appelle la Méditerranée. Les fables ne sont point tout à fait des fables. Ce sont des histoires des temps reculés, mais qui ont été défigurées ou par l'ignorance des peuples ou par l'amour qu'ils avaient pour le merveilleux, très ancienne maladie des hommes. Qu'Hercule ait séparé 2 montagnes avec ses 2 mains, cela n'est pas trop croyable. Mais que du temps de quelque Hercule, car il y en a 50, l'océan ait enfoncé 2 montagnes plus faibles que les autres, peut-être à l'aide de quelques tremblements de terre, et se soit jeté entre l'Europe et l'Afrique, je le croirais sans beaucoup de peine. Ce fut alors une belle tache que les habitants de la Lune virent paraître tout à coup sur notre terre. Car vous savez, madame, que les mers sont des taches. Du moins, l'opinion commune est que la Sicile a été séparée de l'Italie et Chypre de la Syrie. Il s'est quelquefois formé de nouvelles îles dans la mer. Des tremblements de terre ont abîmé des montagnes, en ont fait naître d'autres et ont changé le cours des rivières. Les philosophes nous font craindre que le royaume de Naples et la Sicile, qui sont des terres appuyées sur de grandes voûtes souterraines remplies de soufre, ne fondent quelques jours, quand les voûtes ne seront plus assez fortes pour résister au feu qu'elles renferment et qu'elles exhalent présentement par des soupiraux tels que le Vésuve et l'Etna. En voilà assez pour diversifier un peu le spectacle que nous donnons aux gens de la Lune. J'aimerais bien mieux, dit la marquise, que nous les ennuyassions en leur donnant toujours le même que de les divertir par des provinces abîmées. Cela ne serait encore rien, repris-je, en comparaison de ce qui se passe dans Jupiter. Il paraît sur sa surface comme des bandes, dont il serait enveloppé et que l'on distingue les unes des autres, ou des intervalles qui sont entre elles par les différents degrés de clarté ou d'obscurité.
Ce sont des terres et des mers, ou enfin de grandes parties de la surface de Jupiter aussi différentes entre elles. Tantôt ces bandes s'étrécissent, tantôt elles s'élargissent. Elles s'interrompent quelquefois et se réunissent ensuite. Il s'en forme de nouvelles en divers endroits. Ils s'en effacent, et tous ces changements, qui ne sont sensibles qu'à nos meilleures lunettes, sont en eux-mêmes beaucoup plus considérables que si notre océan inondait toute la terre ferme et laissait en sa place de nouveaux continents. À moins que les habitants de Jupiter ne soient amphibies et qu'ils ne vivent également sur la terre et dans l'eau, je ne sais pas trop bien ce qu'ils deviennent. On voit aussi sur la surface de Mars de grands changements, et même d'un mois à l'autre. En aussi peu de temps, des mers couvrent de grands continents ou se retirent par un flux et reflux infiniment plus violents que le nôtre, ou du moins c'est quelque chose d'équivalent. Notre planète est bien tranquille auprès de ces deux-là, et nous avons grand sujet de nous en louer, et encore plus s'il est vrai qu'il y ait eu dans Jupiter des pays grands comme toute l'Europe embrasée. Embrasée, s'écria la marquise. Vraiment, ce serait là une nouvelle considérable. Très considérable, répondis-je. On a vu dans Jupiter, il y a peut-être 20 ans, une longue lumière plus éclatante que le reste de la planète. Nous avons eu ici des déluges, mais rarement. Peut-être que dans Jupiter, ils ont, rarement aussi, de grands incendies, sans préjudice des déluges qui y sont communs. Mais quoi qu'il en soit, cette lumière de Jupiter n'est nullement comparable à une autre, qui selon les apparences est aussi ancienne que le monde et que l'on n'avait pourtant jamais vue. Comment une lumière fait-elle pour se cacher, dit-elle. Il faut pour cela une adresse singulière. Celle-là, repris-je, ne paraît que dans le temps des crépuscules, de sorte que le plus souvent ils sont assez longs et assez forts pour la couvrir, et que, quand ils peuvent la laisser paraître, ou les vapeurs de l'horizon la dérobent, ou elle est si peu sensible qu'à moins que d'être fort exact, on la prend dans les crépuscules même. Mais enfin, depuis 30 ans, on l'a démêlée sûrement, et elle a fait quelque temps les délices des astronomes dont la curiosité avait besoin d'être réveillée par quelque chose d'une espèce nouvelle. Ils eussent eu beau découvrir de nouvelles planètes subalternes, ils n'en étaient presque plus touchés. Les 2 dernières lunes de Saturne, par exemple, ne les ont pas charmés ni ravis, comme avaient fait les satellites ou les lunes de Jupiter. On s'accoutume à tout. On voit donc un mois de vent et après l'équinoxe de Mars, lorsque le soleil est couché et le crépuscule fini, une certaine lumière blanchâtre qui ressemble à une queue de comète. On la voit avant le lever du soleil et avant le crépuscule vers l'équinoxe de septembre, et on la voit soir et matin vers le solstice d'hiver. Hors de là, elle ne peut, comme je viens de vous dire, se dégager des crépuscules qui ont trop de force et de durée, car on suppose qu'elle subsiste toujours et l'apparence y est tout entière. On commence à conjecturer qu'elle est produite par quelque grand amas de matière un peu épaisse qui environne le soleil jusqu'à une certaine étendue. La plupart de ces rayons percent cette enceinte et viennent à nous en ligne droite, mais il y en a qui, allant donner contre la surface intérieure de cette matière, en sont renvoyés vers nous et y arrivent lorsque les rayons sont directs ou ne peuvent pas encore y arriver le matin. Bonjour. Ou ne peuvent plus y arriver le soir. Comme ces rayons réfléchis partent de plus haut que les rayons directs, nous devons les avoir plus tôt et les perdre plus tard. Sur ce pied-là, je dois me dédire de ce que je vous avais dit, que la Lune ne devait point avoir de crépuscule, faute d'être environnée d'un air épais ainsi que la Terre. Elle n'y perdra rien. Ces crépuscules lui viendront de cette espèce d'air épais qui environne le Soleil et qui en renvoie les rayons dans des lieux où ceux qui partent directement de lui ne peuvent aller. Mais ne voit-il pas aussi, dit la marquise, des crépuscules assurés pour toutes les planètes qui n'auront pas besoin d'être enveloppés chacun d'un air grossier, puisque celui qui enveloppe le Soleil seul peut faire cet effet-là pour tout ce qu'il y a de planètes dans le tourbillon? Je croirais assez volontiers que la nature, selon le penchant que je lui connais à l'économie, ne se serait servie que de ce seul moyen. Cependant, répliquai-je, malgré cette économie, il y aurait à l'égard de notre Terre 2 causes de crépuscule, dont l'une, qui est l'air épais du Soleil, serait assez inutile,
et ne pourrait être qu'un objet de curiosité pour les habitants de l'observatoire. Mais il faut tout dire. Il se peut qu'il n'y ait que la Terre qui pousse hors de soi des vapeurs et des exhalaisons assez grossières pour produire des crépuscules. Et la nature aura eu raison de pourvoir par un moyen général aux besoins de toutes les autres planètes qui seront, pour ainsi dire, plus pures et dont les évaporations seront plus subtiles. Nous sommes peut-être ceux d'entre tous les habitants des mondes de notre tourbillon à qui il fallait donner à respirer l'air le plus grossier et le plus épais. Avec quel mépris nous regarderaient les habitants des autres planètes s'ils savaient cela? Ils auraient tort, dit la marquise. On n'est pas à mépriser pour être enveloppé d'un air épais, puisque le soleil lui-même en a un qui l'enveloppe. Dites-moi, je vous prie, cet air n'est-il point produit par de certaines vapeurs que vous m'avez dites autrefois qui sortaient du soleil, et ne sert-il point à rompre la première force des rayons qui aurait peut-être été excessive? Je conçois que le soleil pourrait être naturellement voilé pour être plus proportionné à nos usages. Voilà, madame, répondis-je, un petit commencement de système que vous avez fait assez heureusement. On y pourrait ajouter que ces vapeurs produiraient des espèces de pluie qui retomberaient dans le soleil pour le rafraîchir, de la même manière que l'on jette quelquefois de l'eau dans une forge dont le feu est trop ardent. Il n'y a rien qu'on ne doive présumer de l'adresse de la nature, mais elle a une sorte d'adresse toute particulière pour se dérober à nous, et on ne doit pas s'assurer aisément d'avoir deviné sa manière d'agir, ni ses desseins. En fait des découvertes nouvelles, il ne se faut pas trop presser de raisonner, quoiqu'on en ait toujours assez d'envie, et les vrais philosophes sont comme les éléphants, qui en marchant ne posent jamais le second pied à terre que le premier n'y soit bien affermi. La comparaison me paraît d'autant plus juste, interrompit-elle, que le mérite de ces deux espèces, éléphants et philosophes, ne consiste nullement dans les agréments extérieurs. Je consens que nous imitions le jugement des uns et des autres. Apprenez-moi encore quelques-unes des dernières découvertes, et je vous promets de ne point faire de système précipité. Je viens de vous dire, répondis-je, toutes les nouvelles que je sais du ciel, et je ne crois pas qu'il y en ait de plus fraîches. Je suis bien fâchée qu'elles ne soient pas aussi surprenantes et aussi merveilleuses que quelques observations que je lisais l'autre jour dans un abrégé des Annales de la Chine, écrit en latin. On y voit des 1000 étoiles à la fois qui tombent du ciel dans la mer avec un grand fracas ou qui se dissolvent et s'en vont en pluie. Cela n'a pas été vu pour une fois à la Chine. J'ai trouvé cette observation en 2 temps assez éloignés, sans compter une étoile qui s'en va crever vers l'Orient comme une fusée, toujours avec grand bruit. Il est fâcheux que ces spectacles-là soient réservés pour la Chine et que ces pays-ci n'en aient jamais eu leur part. Il n'y a pas longtemps que tous nos philosophes se croyaient fondés en expérience pour soutenir que les cieux et tous les corps célestes étaient incorruptibles et incapables de changement. Et pendant ce temps-là, d'autres hommes, à l'autre bout de la terre, voyaient des étoiles se dissoudre par milliers. Cela est assez différent. Mais, dit-elle, n'ai-je pas toujours ouï dire que les Chinois étaient de si grands astronomes ? Il est vrai, repris-je, mais les Chinois y ont gagné à être séparés de nous par un long espace de terre, comme les Grecs et les Romains à en être séparés par une longue suite de siècles, tout éloignement est en droit de nous imposer. En vérité, je crois toujours, de plus en plus, qu'il y a un certain génie qui n'a point encore été hors de notre Europe, ou qui du moins ne s'en est pas beaucoup éloigné. Peut-être qu'il ne lui est pas permis de se répandre dans une grande étendue de terre à la fois, et que quelque fatalité lui prescrit des bornes assez étroites. Jouissons-en tandis que nous le possédons. Ce qu'il a de meilleur, c'est qu'il ne se renferme pas dans les sciences et dans les spéculations sèches. Il s'étend avec autant de succès jusqu'aux choses d'agrément, sur lesquelles je doute qu'aucun peuple nous égale. Ce sont celles-là, madame, auxquelles il vous appartient de vous occuper et qui doivent composer toute votre philosophie. Et c'est la fin des entretiens sur la pluralité des mondes. Et on doit avouer que cela finit bien mal. Enfin, moi je trouve. Aïe aïe aïe. Enfin.
Et voilà donc le dernier soir des entretiens sur la pluralité des mondes. Et le dernier coucher de soleil. Pour cette occasion. Attendez. Hop là, voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai peut-être lu rapidement ces entretiens. Certainement. Je les ai lus rapidement. Voilà, il y a eu beaucoup de découvertes depuis. Et je ne crois pas comme lui par contre, que les découvertes soient faites tout le temps sur des pieds fermes comme un éléphant. Heureusement, parfois les scientifiques découvrent que l'on s'est trompé. C'est plutôt sur l'erreur, je crois, qu'on progresse en général, en découvrant que l'on s'est trompé. De la même façon que on a abandonné l'idée que la Terre soit plate. Vous voyez, c'est une grosse erreur. Et on a avancé. De la même façon qu'on se sent supérieur. Qu'on se sent supérieur. J'ai pas envie de me mettre dans ce on. Mais si, parce que ça doit sûrement m'arriver aussi d'avoir des préjugés sur différentes personnes ou différentes espèces. Voilà. Donc, quand je dis espèces, je parle des végétaux et des animaux. Surtout. Voilà. Mais je ne vais pas partir dans ces explications. Simplement, je crois que oui, on souffre toujours d'être persuadé d'avoir raison. Jusqu'à ce qu'on nous apporte des nouveaux arguments qui démontrent que peut-être nous avions trop d'assurance. Voilà. Et bien, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci beaucoup.